Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Thé Noir, un épisode un peu plus lourd que d'habitude. On en est fini avec les blagues et les Love is Blind et tout ça. Et on va vous parler de quelque chose qui nous touche particulièrement et qui nous intéresse aussi énormément. Fin du teasing et bonne écoute. Ndaya, comment ça va ? Écoute, ça va pas. Moi, j'aime pas l'actualité là en ce moment, elle me plaît pas du tout. La météo va avec l'actualité, tout est prout. Exact. Politique, zéro. Que ce soit national ou international. Ouais. Économie, zéro. Climat, zéro. Même côté divertissement, même côté people. Zéro. Ouais. Tout hécatombe sur hécatombe. Hein. T'as vu ? Et au moment où on enregistre cet épisode, on a appris la mort de Loana. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est qu'elle est morte depuis longtemps. Ce sont les premiers éléments de l'enquête. Qu'elle serait morte depuis 7 à 12 jours. Mais t'as quand même quelqu'un, le lendemain de l'annonce de sa mort, une censée être très très proche, qui a dit « Oui, mais moi je l'ai eu au téléphone hier. Et donc, bien sûr. J'ai dit « Mais... » Et il y en a un qui est parti sur le plateau de Cyril Hanouna. Voilà. Et c'est le monde dans lequel on vit. Franchement, ça me dégoûte. Franchement. Enfin, moi, je sais pas, j'apprends le décès d'une de mes meilleures potes. Je pars pas sur Twitter et je pars pas sur un plateau TV. Voilà. Essayez de me faire sortir de mon lit déjà. Juste essayer. Mais c'est ça. Non, franchement, c'est horrible. En fait, j'en parlais avec une amie parce qu'elle m'a envoyé un dessin de Charlie Hebdo. Bien entendu, Charlie Hebdo, ils ont aucun respect pour les morts. Ils ont fait une caricature d'elle qui est odieuse, franchement. J'ose même pas te l'envoyer. Ils ont fait une caricature odieuse et donc on parlait en DM et tout de comment personne n'a jamais été Charlie, mais bon, ils continuent à faire leur truc en pensant qu'ils sont disruptive, tout ça, et franchement j'en ai trop marre. Et donc c'est elle qui me racontait qu'il y a un soi-disant ami très proche qui est parti sur le plateau de Cyril Hanouna. Et elle me dit, ouais, le niveau des questions qui ont été posées, c'est dégueulasse. Et en gros, parce qu'on aime toujours faire de l'humour bien sombre, je lui disais... en gros, elle me disait, limite, ils allaient demander, est-ce que vous avez des photos du cadavre, c'était comment, etc. Et je lui ai dit, mais tu sais, il faut pas oublier qu'on vit dans le même monde où Princesse Diana, quand elle est morte, il y avait... des gens, ils voulaient avoir des photos, quoi. Donc je lui ai dit, honnêtement, s'il y a une photo de son cadavre, les gens seraient capables de la faire circuler. Ils vont faire semblant, ils vont te mettre un peu de flou ici et là pour dire non mais par respect pour quand même, on va mettre du flou quoi. Par respect, alors que c'est pas par respect, tu partages la photo d'un cadavre. Donc bien sûr. C'est ça que je me disais, en toute honnêteté, s'il y en a une, elle circulera et les gens seraient pas gênés du tout en fait de la voir quoi. Ouais mais en fait c'est trop, c'est beaucoup trop. Ouais. Voilà. Et du coup tu bois quoi en ce moment avec cette actualité ? J'ai bu un matcha avant d'enregistrer, avant notre faux départ. Et là, j'ai pris un café, mais un déca, parce que je suis pas folle non plus. Ouais, t'as besoin de dormir la nuit, non ? En fait, je me suis dit, juste l'arôme du café, je pense que ça va faire un effet placebo et ça va me maintenir un peu éveillée. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça. Et toi ? Je bois un thé vert mûre myrtille, avec une petite touche de miel, juste parce que je continue un tout petit peu à tousser. Ouais. Et je me suis dit, dans cet épisode, je vais essayer de, tu vois... que ça glisse quoi. Oui, j'en ai marre de tousser dans les oreilles de nos auditrices. Et d'ailleurs on a une abonnée qui nous a confirmé que le café hibiscus il est bon. Elle a dit qu'elle a bu ça et tout et qu'elle aimait bien. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça que je vais consommer quand je viendrai chez toi. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on va consommer, nos cafés glacés l'été là dans le petit jardin.
Je te jure. En faisant les snobs. C'est ça. Entrons dans le vif du sujet. Voilà, donc dans l'actualité, on s'est dit qu'il y a quand même un nombre incommensurable d'injustices et ça ne fait que grandir. Franchement, je me rappelle en 2020, j'étais en train de me dire que ça peut pas être pire que ça. Nous voilà en 2026 et 2020, je rigole un peu, quoi. Voilà, donc ouais, on peut vite se sentir dépassé, à raison. Et on avait vraiment envie d'aller au-delà de ce sentiment d'être dépassé, de se sentir inutile, de se sentir impuissant et vraiment axer en fait le contenu sur de l'information. Et aussi apprendre à focaliser notre énergie en fait. Là, on se sent le besoin de lutter, chacune à notre niveau. Donc on sait que la majorité de nos auditrices sont des nanas intelligentes et chargées en bas. Donc on va parler d'un sujet qui englobe beaucoup d'exemples sur lesquels on peut agir. Et le gros du sujet en fait, c'est de parler de ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Parce que oui, l'esclavage a été aboli il y a plus de 400 ans, certes, mais il existe encore énormément de formes diverses et variées qu'on considère comme de l'esclavage, comme de la servitude. Et tout ça, c'est facilité toujours par les mêmes gros ennemis, à savoir le racisme et son pote le capitalisme et son pote l'impérialisme et d'autres encore. Donc voilà, c'est le thème du sujet, ça va être l'esclavage moderne. Et en fait, un bon point de départ pour comprendre la définition, en fait, c'est de parler d'une loi britannique de référence qui a été créée contre l'esclavage moderne, qui s'appelle le Modern Slavery Act. Et en fait, ça consolide en un seul texte tout ce qui est prévention des délits d'esclavage et de trafic humain à l'international. Et en fait, c'est une disposition qui incite les entreprises, les institutions, les entités, etc. à prévenir de manière proactive toute violation des droits humains dans ce sens-là. L'esclavage moderne, ça inclut le travail forcé, le travail d'enfants, le trafic d'êtres humains. Et donc, on va aborder plusieurs exemples aujourd'hui, dont je dis dont un, non même pas en fait, ils me tiennent tous à cœur. Mais en fait, on a sélectionné certains points dans le sens où il y en a qui sont connus, il y en a qui sont pas vraiment connus, il y en a qui, je pense, sont connus mais juste ignorés. Et donc voilà, on a fait une sélection de ce qui englobe vraiment les différentes facettes de cette loi en fait. Donc le premier point pour moi, c'est Dubaï. Et en fait, je vais parler de Dubaï, mais ce que je vais dire en fait, ça englobe comment ça s'appelle, l'UAE, c'est quoi encore leur terme? Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, merci. Ce dont je vais parler, ça englobe les Émirats Arabes Unis, merci Néné. Et je fais un focus sur Dubaï, mais c'est valable pour les différents États dans les Émirats Arabes Unis, à savoir le Bahreïn et le Qatar aussi. En 2021, sur le site de Walk Free, qui est un site qui recense beaucoup d'informations en fait, sur l'esclavage moderne, on a comme estimation que sur 9 millions d'habitants à Dubaï, on en compte au moins 130 000 qui sont en situation d'esclavage. Et en fait, énorme, 130 000 quoi. Et quand tu réfléchis en fait à ça, c'est que il y a toujours énormément d'informations qui circulent sur Dubaï, sur comment cet état incroyable, ce pays incroyable s'est développé tellement vite, etc. Et que il y a toujours cet aspect où on se concentre sur l'aspect architectural, sur comment c'est possible qu'ils aient réussi à construire tout un pays qui est florissant et qui fonctionne bien en plein désert. Oh là là, je pense qu'ils ont découvert de l'huile dans les années 90, du pétrole dans les années 90 sur leur sol. Et c'est comme ça que très vite, en fait, ils sont devenus milliardaires. Et pardon, pas dans les années 90, je pense que c'est un peu plus tôt. Et qu'à partir de 90, ils commencent à construire Dubaï. Et en fait, il y a un point qui est très important, c'est que pour que ce pays se construise aussi vite et qu'il rentre dans ses frais, il a fallu avoir des travailleurs. Et la majorité de ces travailleurs sont des migrants. Et en fait, le Dubaï, ils ont mis en place un permis de travail qui est un des permis de travail les plus extrêmes au monde. C'est un permis de travail en fait qui donne énormément de pouvoir décisionnaire à l'employeur, ce qui fait que ça empêche tout employé migrant
de vraiment avoir des conditions de travail qui sont respectées. Et en fait, tu peux pas protester quoi que ce soit sans faire face à la justice et parfois même subir des amendes, en fait. Donc, sympa. Ouais, en fait, franchement, quand je mets ça à mon niveau et je me dis, t'imagines, t'as un problème avec ton employeur, tu te plains, et la justice te dit, non seulement t'avais pas le droit de te plaindre, mais en plus tu as payé ton employeur pour avoir ouvert ta bouche. Et donc, il y a pas mal de documentaires qui ont parlé de ça depuis au moins 10 ans, qui ont réussi à infiltrer des bases de travailleurs migrants, différentes choses comme ça, et on apprend en fait que la majorité des migrants viennent d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique subsaharienne, et qu'il y a des agences dédiées à ça, en fait, qui recrutent des travailleurs depuis l'étranger, avec des fausses annonces où on te fait vraiment la publicité de « Venez vivre la vie de rêve à Dubaï, vous serez payé comme vous n'avez jamais été payé, on est une agence, on gère tout, du billet d'avion, le visa, etc. Vous serez hébergé là où vous allez travailler, etc. etc. » Et en fait, une fois que tu arrives sur le territoire, ces agences-là, elles te confisquent ton passeport, ce qui fait que t'es à leur merci, en fait. Donc, imagine... T'arrives dans un nouveau pays, tu connais pas la culture, tu connais pas la langue, on te vole tes papiers, etc. Qu'est-ce que tu fais en fait ? T'as pas le choix. Donc t'es vraiment à leur merci et dans la plupart des documentaires que j'ai vus, en fait, on plaçait ces gens comme dans des camps. Et c'est vraiment... tu vois des immeubles en fait qui ressemblent tout simplement à des prisons où dans une chambre ils vont entasser une dizaine de personnes dans des petites cellules type prison avec lits superposés sur superposés sur superposés et on laisse tous les travailleurs au même endroit avec un salaire infime et sur ce salaire infime il faut savoir que t'es arrivé endetté en fait sur le territoire, donc il faut que tu rembourses ton billet d'avion, il faut que tu rembourses tes frais d'agence, il faut que tu rembourses tes frais d'hébergement. Tout ça, c'est déduit, en fait, de ton salaire. Ce qui fait que ces gens arrivent, ils sont endettés, et ils venaient dans l'espoir de pouvoir subvenir aux besoins de leurs proches, et au final, ils se rendent compte et ils réalisent que il va falloir rester pendant des années et des années sur place, et céder à ce que leurs bourreaux font, en fait, pour pouvoir se rembourser, ne serait-ce que se rembourser, même pas forcément gagner de l'argent. Et malheureusement, en fait, une fois que t'es sur place, c'est trop tard, en fait, t'es coincé, donc... Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un mécanisme de servitude, où on va considérer que ça, c'est de l'esclavage moderne, parce que certes, il y a un salaire, pas comme l'esclavage d'il y a 400 ans, mais à partir du moment où sur ce salaire, il y a plein de conditions dans ton contrat de travail qui mettent tout en œuvre pour que t'aies pas de pouvoir décisionnaire, et qu'il n'y a aucune possibilité de faire valoir le moindre droit en fait sur ta personne, c'est plus du tout un contrat de travail normal en fait. Il n'y a pas d'échange il n'y a pas ce côté de offre et demande, etc. qui est respecté. Donc voilà, premier exemple d'esclavage moderne, parce que la question c'est quand tu es dans cette situation, est-ce que tu peux dire voilà, ben je travaille 35 heures par semaine et puis ça s'arrête là? Non. Non, tu peux pas. En plus, ça me fait penser, quand tu dis ça, ouais. J'ai vu, il y a beaucoup de vidéos qui tournent en ce moment sur le fait qu'en fait, il y a beaucoup en Ukraine, et en Ukraine et en Russie, pour la guerre qui s'y passe en ce moment. T'as la Russie recrute beaucoup en Afrique des personnes, pareil, le même système, on va vous trouver du boulot, vous allez voir, ça va être génial. Et en fait, c'est de la chair à canon, quoi. Ils les mettent en première ligne, c'est des gens qui n'ont pas forcément appris à se battre, etc. Et ce sont les premières lignes de front, quoi. Et il y a cette vidéo que j'ai trouvée horrible, où en fait, tu vois un soldat russe qui filme un homme noir, je sais plus s'il est camerounais ou nigérian ou ghanéen, je sais plus, qui a, je suppose, une bombe sur lui, une espèce de mine ou de bombe, un énorme truc devant lui. Et il le pousse à le sortir de la cachette où ils sont pour qu'il aille sur le front. Et tu vois que le mec est effrayé, mais la traduction terrorisé, c'est... Ouais, terrorisé. Mais la traduction, c'est comme si le soldat russe, en fait, est en train de se foutre de sa gueule, quoi. Et je me demande à quel point tu peux être inhumain pour te dire que ton comportement est normal dans ce genre de situation. Parce que ça a défrayé toutes les chroniques, hein, la Coupe du Monde, Qatar, Dubaï, machin, mais vous vous rendez pas compte, c'est n'importe quoi. En plus, ils mettent la clim dans la rue, vous voyez d'un point de vue écologiste et tout, machin, c'est n'importe quoi. Là, soudainement, tout le monde se rappelait qu'il y avait des esclaves à Dubaï. Mais en même temps, quand tu as la Coupe du Monde et que tu peux construire je ne sais combien de stades d'une capacité de je ne sais combien, je sais plus si c'est des stades de 20 000, 30 000 ou 50 000 spectateurs, vous vous doutez bien
qu'avec des personnes qui travaillent de 9h à 17h, on peut pas réaliser ce genre d'exploit. Voilà. Que ça nécessite des gens qui sont payés au lance-pierre. Même sur les chantiers en France, en fait. T'as des choses où te dire, vous allez voir, ça va être fait, ça va être fait. Ah oui, mais sur les Jeux Olympiques aussi, ça a été la même chose en plus. Oui, t'as des gens qui sont payés au lance-pierre et qui te font des trucs pas possibles. Sur des chantiers, ouais. Et il y a eu beaucoup de faux contrats de travail au noir, etc. sur tout le contrat des Jeux Olympiques. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, moi, dans ces situations-là, peut-être que je suis trop bonne, trop conne et que dans le monde, il faut avoir un minimum de méchanceté, mais je refuse d'y céder parce que quand tu vas vers le mal, il n'y a qu'un pas pour trouver ça normal. Et plus tu fais du mal, et plus tu vas trouver ça normal, et plus tu vas être entouré de personnes qui font du mal, et tu vas te dire, mais en fait non, c'est normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Et ça ne le sera jamais. Ça ne le sera vraiment jamais, parce que je sais pas, même là, avec ce qui se passe avec l'Iran, etc., tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont quitté Dubaï et qui sont partis à l'île Maurice, ou tu vois, qui quittent les lieux. Et il y en a une notamment, je sais plus c'est quelle télé-réalité qu'elle a faite, mais avec son mari et son enfant, et leur enfant, pardon, ils ont quitté Dubaï pour aller à l'île Maurice, ou voilà, je sais pas quoi, le temps que ça se calme un peu à Dubaï. Et les gens sont excédés parce qu'ils disent, mais attends, elle avait un chien, le chien qu'elle met partout, sur toutes ses stories, c'est vraiment amour de sa life, qui est resté, lui, et la gouvernante aussi, elle est restée. Et elle s'est justifiée en disant oui, mais vous comprenez pas, pour faire voyager un chien, c'est très difficile, machin. Et c'est là que tu te rends compte que chacun voit midi à sa porte. Moi, aujourd'hui, on est dans la maison, c'est comme le Titanic, en fait. La maison, elle est bombée, j'aurais envie de sauver tout le monde. Je vais pas me dire, attends, moi, je me sauve. Surtout si j'ai un animal de compagnie auquel je tiens particulièrement ou quoi au caisse. Je peux comprendre que ça peut être difficile, etc. Mais l'instinct, c'est de sauver tout le monde, quoi. L'instinct, c'est de sauver tout le monde. Mais après, on va pas se mentir, hein, si elle, c'est une mauvaise personne, peut-être qu'elle a toujours voulu croire qu'elle aimait fortement ce chien, mais quand tu te retrouves face à l'adversité, et que le choix est vite fait comme ça, c'est que elle-même, elle a dû réaliser qu'en fait, non, en fait, j'en ai rien à foutre. Je suis une égoïste. Franchement. Je me casse. Parce que moi, c'est la seule explication. Mais tu sais, pour revenir sur ce que tu disais... ouais, non, mais les gouvernantes, ça me rappelle la même chose. Il y a quelques années, quand la guerre explose en Ukraine, c'était la même chose. Les familles qui fuyaient, etc., qui laissaient toutes les personnes toutes les personnes en situation irrégulière, etc., qui se retrouvaient seules dans les rues qui étaient bombardées, dans les zones qui étaient bombardées, c'était une catastrophe. Quand il s'agissait de fuir, on voyait des scènes mais incroyables où tu vois littéralement les blancs sortir les non-blancs des rames de train, etc. Genre, nous, on a besoin de se sauver d'abord. Genre, toi, dégage. Il y a eu plein de situations comme ça. Des étudiants étrangers qui étaient venus avec un visa d'études en Ukraine, et ben leur pays, leur propre gouvernement ne les rapatriait pas. Enfin, il y a vraiment tout ce truc, en fait, quand tu regardes le sujet avec du recul, le sujet global, en fait, d'esclavage moderne, tu te rends compte, en fait, c'est toujours lié sur cette idée que beaucoup de gens ont, en fait, c'est qu'il y a des citoyens de première zone et il y a des citoyens de seconde zone. Et à partir du moment où tu as vraiment intégré ça, il y a des choses qui vont pas être si graves pour toi. Tu vas te dire, ouais, mais c'est pas des vrais gens, tu vois. C'est pas pareil. Genre, les migrants qui sont morts pour construire des stades pour la Coupe du Monde, et il y a plein de personnes pour qui c'est pas des vrais gens, en fait. Ça a pas de valeur pour eux. Pareil pour ceux qui sont morts pendant les constructions sur les JO, ils s'en fichent. Donc là, les Russes qui se posent entre eux et qui se disent on n'a pas assez de soldats, on n'a pas assez de militaires pour avoir une bonne stratégie militaire, une bonne stratégie de guerre. Ils regardent la carte du monde et ils disent putain, j'avais oublié, il y a des citoyens de seconde zone d'Afrique là, venez, on les prend. Tu vois, c'est vraiment chair à canon. Et il y a aussi l'aspect de, je dis toujours, c'est important, si tu connais pas l'histoire elle va se répéter. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, donc là, on est en train de revivre exactement ce que les Français ont fait avec ce qu'ils appelaient les tirailleurs. C'est exactement la même histoire trait pour trait. Où les tirailleurs, nous, on pensait que c'était un terme pour tirer, en fait, on disait que c'était des tirailleurs, alors que les autres soldats français, se moquaient, en fait, de ces Africains qu'on mettait en comment on appelle ça, en première infanterie, ou en fait, première ligne, où en fait, c'était vraiment genre, vous êtes là pour protéger les autres soldats derrière,
vous allez mourir en premier. Et en fait, on leur donnait des armes, c'était des gens qui avaient aucune formation militaire. Et pareil, on leur disait, si tu combats pour la France, tu vas devenir français, t'auras ceci, t'auras cela. Et ils sont juste partis mourir en première ligne. Et les soldats français se moquaient d'eux, et ils les appelaient les tirailleurs parce qu'ils savaient pas viser, en fait. C'était tir ailleurs. Donc tous ces trucs-là, en fait, quand j'ai vu que la Russie, elle était assez à l'aise pour aller commencer à recruter des gens directement chez eux, là, dans leur pays, et que ces gens réussissent à aller s'enrôler, je me suis dit, putain, tu vois la folie quand tu retiens pas l'histoire. La folie de ça, parce que... En fait, c'est ça le problème. Ça fait quoi? Ça fait même pas 100 ans. Ça fait pas 100 ans, et les gens sont capables de prendre le playbook et de dire, on va refaire la même, ça passe, t'inquiète. Non mais et regarde, moi j'ai regardé des vidéos sur l'Iran, l'histoire de l'Iran, comment ça a commencé, comment les pays ont voulu instaurer autre chose parce que le régime qui était en place ne leur convenait pas, donc ils ont tout fait pour déstabiliser le régime, et après ils ont déstabilisé la zone. Pour moi c'est pareil que la Libye, c'est pareil que l'Irak, enfin il y a des moments, il faut laisser les gens s'auto-gérer. Vous voulez, et je comprends qu'il faut faire des alliances, je comprends que la dynamique internationale, etc. Mais en fait, vous vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas, et après vous êtes là, wow, on n'aurait pas dû s'en mêler. Surtout quand c'est des faux prétextes, en fait, parce que, en toute honnêteté, si c'est vraiment ça le problème, si c'est vraiment ça le problème, enfin, faut être cohérent, tu vois. Tu vas dire, on veut se protéger, etc. Donc, pourquoi tu bombardes des citoyens, en fait? Pourquoi tu bombardes des civils? Ça n'a aucun sens. Donc après, dire on va libérer un peuple et bombarder des civils, enfin, elle est où la logique? Tu libères qui au juste, alors? C'est exactement ça. Et puis quand ils voient, je pense qu'ils ont sous-estimé la puissance militaire et nucléaire de l'Iran. Et donc du coup, ils se sont dit, wow, putain, c'est chaud, ils arrivent quand même à tirer vachement loin. Ils arrivent à attaquer pas mal de choses. Et nous, parce que il y a toujours l'intelligence, tu vois, de se dire que dans ce pays-là, il y a des espions, hein, comme dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des espions, il y a des gens qui te disent on estime le stock de bombes à 15 000. Et les gens se sont dit, oui, bon, le stock de bombes, c'est 15 000, si on les attaque là, bref, ils ont de quoi bomber pendant une semaine. Sauf qu'ils ont tellement sous-estimé la quantité qu'il y avait. Là, on est sur quoi? On est sur la 3e, 4e semaine? 5e semaine? Je sais plus. Et là, ils se disent, mais comment ils peuvent continuer de bomber? Parce que en plus, dans les choses qu'ils utilisent pour bomber, il y a des choses qui prennent 2 à 3 ans à être construites. Ah, d'accord. Et c'est là où ils se disent, en fait, on va arrêter d'envoyer ces trucs-là, parce que si on continue d'envoyer ces trucs-là à ce rythme-là pour bomber les Iraniens, pour bomber les Iraniens, nous, on n'aura plus rien. Donc, on pourra nous attaquer comme pas possible. Et c'est là qu'ils commencent à dire... en fait, peut-être qu'on peut envoyer des gens sur le terrain. Sauf qu'ils se sont rendus compte, ils se disent, mais même si on envoie des gens sur le terrain, on n'a pas assez d'hommes pour tenir une guerre aussi longtemps. Parce que tu fais la guerre à gauche, tu fais la guerre à droite, tu fais la guerre en haut, tu fais la guerre en bas. À un moment donné, et moi, ce que je trouve même hallucinant dans le comportement de Trump, c'est qu'il a dit ça, vraiment, il est tellement désinvolte, il est tellement teubé, ce mec. Non, mais ça va durer une semaine, cette affaire. Ça sera réglé vite fait. Là, il est en train de perdre, entre guillemets, hein. Et il dit, ouais, c'est bon, on a gagné la guerre. Et les gens lui disent, mais vous avez gagné la guerre comment? Parce que du coup, ils ont refusé de cesser le feu, ils continuent de bomber vos alliés, ils continuent de... Non, mais c'est bon, c'est réglé. Tu te dis, je sais pas, moi, si on a réglé la guerre, il n'y a plus personne qui tire. A priori. Ouais, on est d'accord. Genre, je suis pas une experte en guerre. Je suis vraiment pas une experte. Mais je pense guerre géopolitique, c'est pas trop mon truc. Mais... tu sais, c'est comme quand t'es à la cour de récré, vous jouez en train de jouer au cow-boy, au policier ou je sais pas quoi, quand vous faites pouce, tout le monde pousse, quoi. Il y a plus personne qui bouge, tout s'arrête. Et c'est pas genre, non, mais moi je continue, parce que si tu continues, on dit, t'es un tricheur, on avait fait pouce. Enfin, voilà, quoi. Ouais, on est d'accord. Non, mais Trump a gagné la guerre, là. Il est en train de gagner la guerre. Je peux pas. À chaque fois que j'entends son nom, il y a des noms comme ça, je les entends, mais mes nerfs sont trop tendus. Et il faut vraiment que ça dure genre 90 secondes, quoi. Je m'accorde les 90 secondes de colère, après il faut qu'on passe à autre chose. Et lui, là, vraiment, il est dans le top. Non, vraiment. Ouais. Ok. Et donc, et puis, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que même, tu vois, donc, dans ces vidéos-là où on voit les influenceurs qui se barrent, qui abandonnent le bas peuple, comme tu dis, etc., il y avait une vidéo qui tournait où, en fait, justement, dans les camps
Enfin, c'est pas des camps, mais tu sais, dans les zones où ils ont beaucoup de travailleurs parqués là, bah, tu les vois qui sont en train de fuir parce qu'ils sont en train d'être bombés, quoi. Mais tu vois des gens courir, tu te dis, mais c'est horrible. Abandonné. Ouais, c'est abusé. Ok, bon, on passe au sujet rageant suivant. Oui, et celui-là, ça fait partie de ceux qui sont très vieux. Je vais parler de Nike. Je prends l'exemple de la compagnie Nike, mais bien entendu, c'est pas la seule. C'est vraiment pas la seule à faire ça, mais c'est un exemple qui a été très documenté. C'est ça qui fait le plus mal, en fait, c'est que je pense que c'est connu de tous, c'est que depuis les années 90, il y a eu des révélations sur la manière dont Nike contracte avec des usines de fabrication qui sont délocalisées. Et en fait, la plupart de ces usines sont en Asie, donc t'as Taïwan, t'as Pakistan, Corée, et la spécialité de Nike, en fait, c'était de prioriser l'offre la moins chère, sans forcément vérifier les conditions de travail locales. Et donc il y a eu un scandale sur le fait que je sais plus c'est quel journal en fait qui a été infiltré une de ces usines, et ils ont pris une photo en fait d'un garçon de 12 ans qui fabriquait des baskets Nike. Et à l'époque, ça a choqué tout le monde. Ils se disaient, mais c'est pas possible. Est-ce que vous trouvez ça normal, Nike, que ce soit des enfants qui fassent ces chaussures? Il faut que vous changez des choses, etc. Et donc, depuis, Nike a travaillé avec certains lobbies pour qu'il y ait des améliorations de travail avec les entreprises avec lesquelles ils contractent. Ça veut dire que, comme je dis, je prends l'exemple de Nike, mais il y a d'autres sociétés qui font la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont signer des chartes internationales qui vont dire, voilà, cette charte, elle confirme que nous, on s'engage à travailler avec des entreprises qui ne font pas travailler des enfants, qui ont des conditions de travail correctes, du style, voilà, on va pas vous faire travailler plus de 60 heures par semaine, etc. Et donc, Nike a fait ce pas depuis, mais en 2020, il y a eu de nouvelles révélations qui nous ont appris encore pire que Nike aurait bénéficié du travail forcé de plus de 80 000 Ouïghours prisonniers d'État dans des usines en Chine, et que ces 80 000 Ouïghours font du travail forcé pour des grandes marques comme Nike, oui, mais aussi pour Apple, pour BMW, pour Samsung et pour Sony, et entre autres. Parce que je sais qu'il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. De toute façon, vous savez très bien ce que c'est. La Chine, c'est une très très grande puissance en termes de fabrication. Donc le Made in China, en fait, on le retrouve dans énormément de marques, peu importe le niveau de qualité. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste à chaque fois. Les gens pensent toujours que Made in China, ça veut dire que c'est de la mauvaise qualité, alors que c'est la plus grosse puissance en termes de fabrication. Donc du Made in China, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est bon. Ça veut dire que c'est eux les géants de ça, en fait. Donc c'est tout. Et donc dans la description des conditions de travail qu'il y a eu dans les révélations de 2020, on note des abus comme un accès limité à l'eau, un accès restreint aux toilettes et des heures supplémentaires forcées, et bien entendu des demandes de congés qui sont quasi refusées, en plus d'avoir des salaires qui sont en dessous du minimum légal national. Donc pour moi, en fait, tu vois, Nike, ça fait partie vraiment c'est l'exemple du géant qui sera toujours impuni. En fait, quand tu regardes la communication de Nike, il y a vraiment cet aspect de nous, on est là, on sponsorise les meilleurs athlètes du monde entier, on croit vraiment à la résilience, à la force de la performance, etc., etc. Mais tout le monde sait qu'il y a des enfants qui créent leurs chaussures, en fait. Et ils font des fausses déclarations sur les conditions de leurs travailleurs dans les usines, etc. Et c'est connu aussi que maintenant, quand ils se font attraper, ils payent des grosses amendes, en fait. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ouais. En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de devenir un peu méchant et puis t'es de plus en plus méchant. C'est que à un moment donné, ils acceptent aussi que les gens payent pour être laissés tranquilles. Parfois, plutôt que de... Et c'est vraiment con, mais... entre la mise en place d'un nouveau système plus éthique, etc., et le fait de payer une amende, tu te dis, je préfère prendre le risque de payer l'amende. Ouais. Parce que ça se trouve, l'amende, tu vas pas la payer tout de suite. Ça se trouve, tu vas jamais te faire attraper. Ça se trouve, tu vas te faire attraper dans 5 ans. Et en ayant travaillé dans certaines entreprises, je l'ai entendu dire parfois, de se dire, bon, écoutez, normalement, on devrait faire telle réglementation, on n'a pas le temps de s'en occuper, on risque une amende de temps.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté un petit peu tous les mois, si jamais l'amende tombe. Voilà. Mais sinon, on continue, parce que là, tout de suite, on n'a pas les moyens de, tu vois. Après, je ne pense pas que Nike n'a pas les moyens de payer des gens équitablement et de ne pas faire travailler les enfants. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais on est tellement dans un rythme de surconsommation. Tu sais, c'est bête, hein, mais j'y pensais dernièrement. Parce que, tu vois, j'ai un manteau, j'aimerais bien refaire une doublure dedans. Et je me disais, il faut que j'aille chez un couturier, un tailleur, etc. Et je me dis, mais attends un peu, avant, quand on se faisait des habits, t'allais chez le couturier, chez le tailleur, il prenait tes mesures, il te disait, reviens dans 2-3 semaines, un mois, parce que ça, c'est un modèle compliqué, machin, etc. Et tout le monde était OK avec ça. C'est ça. Tout le monde était OK avec ça. Mais maintenant, il te manque un truc, et moi, la première, hein. Tu vois, genre quand j'ai des mariages ou quoi que ce soit, tu trouves jamais la robe qu'il faut et soudainement la robe elle apparaît à 5 jours du mariage, oui, tu fais une livraison express, etc. Mais l'art de la patience sur certaines choses, on l'a plus. Et il y a tellement de collections qui sortent tout le temps, tu ne peux même plus suivre ce qui sort. Avant, je pense que tu avais une collection, une paire exclusive par an, ou 2 par an peut-être. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y en a il y a une que des un mois sur collections deux. capsules. Et tu sais, ce que je trouve dingue, c'est que quand ces conversations avaient lieu il y a 15 ans, 20 ans déjà, en fait, sur la manière dont on consommait, ce que je trouvais insoutenable, en fait, c'était que les marques, leur excuse numéro 1, c'était toujours de dire « Oui, mais en fait, si on fait tout de la manière la plus éthique possible, les prix vont augmenter comme pas possible, et les clients vont pas suivre. » Mais les prix ont quand même augmenté. Voilà, tu vois, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on voit que les prix augmentent partout. La qualité ne change pas, les conditions de travail ne changent pas. Ouais, elles diminuent même. Et on nous crée de plus en plus de produits. Donc c'est vraiment un truc où, en fait, vous nous mentez. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant sur ces sujets-là, c'est qu'il y a toujours cette idée de culpabiliser le consommateur. Et de dire, ouais, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, on suit ce rythme effréné parce que la demande est insoutenable, on n'arrive pas à remplir la demande, on n'y arrive pas. C'est pas vrai. Parce que pour être une experte de la demande. Tu vois, pour être une experte des friperies, des magasins de seconde main, des magasins de déstockage, etc., toutes les marques que vous connaissez, elles finissent par donner des produits en outlet ou en déstockage ou en friperie, etc., parce qu'ils vendent pas tout. Pour faire de la place. Ils vendent jamais tout. Mais est-ce que ça les stoppe? Est-ce que ça les empêche de continuer à créer encore plus de collections, encore plus de capsules? Ils en ont rien à faire parce que justement, là où ça commence, à la source, là où c'est fabriqué, ça leur coûte quasiment que dalle. Donc tant que ça leur coûtera que dalle, ça les dérangera pas de continuer à créer. Surtout, allons au bout du truc, en plus, c'est que c'est créé, mais au final, ça finit où? Ça finit juste dans des poubelles à ciel ouvert, en fait, parce qu'on sait même pas recycler ça, on sait pas détruire ça correctement sans que ça pollue. Donc ça finit en plus, une fois de plus, en Afrique, parce que voilà, tant qu'à faire. C'est toujours chez nous qu'on va nous envoyer, genre t'as des endroits où c'est littéralement des vides poubelles, où t'as juste plein de déchets de vêtements qui traînent. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, ça me rend malade, parce que souvent je réfléchis à ça dans ce sens-là, où je me dis j'ai pas besoin d'acheter un truc neuf, etc. C'est mieux que j'aille chercher dans un circuit de seconde main, etc. Parce que le problème c'est la demande, on est aussi un problème, etc. Et je pense qu'on est aussi un problème, hein, parce que on va pas se mentir, le fait d'avoir un plus petit budget, tu te dis ouais, c'est plus facile d'aller acheter des choses chez Shein et avoir l'illusion d'avoir beaucoup plus de choses dans ta garde-robe parce que t'as payé 2 euros, 5 euros tes pièces, etc. Ça aussi c'est un vrai problème. J'ai envie de nuancer le propos, mais j'ai pas non plus envie de nuancer le propos au point où on se dit ouais, mais c'est pas notre faute, tu vois, nous on est sans défaut, on n'a pas de tort en fait dans cette situation. Je pense que vraiment les torts sont partagés. Après, les personnes qui sont décisionnaires, c'est pas nous, mais la vérité c'est que pour ce genre de situation, si on était capable de boycotter des marques et d'avoir des boycotts qui sont vraiment solides, qui se maintiennent à l'international, qui se maintiennent sur plusieurs trimestres au point où ça va vraiment les impacter économiquement, je pense qu'il y a des choses qui changeraient. Je sais pas si tu te rappelles, mais je pense que quand nous, on était mineurs, le plus gros scandale qu'il y avait à ce sujet-là, c'était Nestlé, où à chaque fois, on avait des histoires de Nestlé. Non seulement ils exploitent des champs qui sont pas les leurs pour le cacao, etc., ce genre de choses, mais ils font aussi beaucoup appel au travail des enfants.
Et puis c'est comme ça qu'il y a eu toute la charte Fair Trade, etc. Et c'était un gros scandale à l'époque. Mais est-ce que les gens ont vraiment arrêté d'acheter Nestlé ? Aujourd'hui, Nestlé, tu regardes, tu jettes un caillou, tu touches une marque Nestlé. Il y a toujours une marque Nestlé quelque part. Même l'eau, ils vendent même de l'eau. Non, mais tu vois, le truc, c'est ça, c'est que... Déjà, ça, c'est la plus grosse escroquerie du ciel, qu'on nous vend de l'eau en bouteille, alors qu'on a... Bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a un gars qui a dit, on nous vend pas de l'eau, c'est des vendeurs de bouteilles en plastique. Et j'ai dit, waouh. Non, mais vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il y a des marques qui ont tellement une renommée que même s'il y a un scandale, la renommée de la marque va effacer le scandale. Tu vas en parler un peu rapidement, mais ça va jamais s'effacer. Et c'est tellement ancré dans notre quotidien que tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais. Tu vois, il y avait le truc, le steak haché, là, le scandale du steak haché, là, machin. Est-ce qu'on a arrêté de manger du steak haché Est-ce qu'on a arrêté et les gens faisaient des blagues. On sait pas, on mange du cheval, dinguerie. Vous vous rendez compte? Non, mais tu vois, il y a eu plus de blagues que de gens outrés. Non, mais c'est ça. Là, quand il y avait eu la pub H&M avec le petit garçon noir et le pull de singe, et que tout le monde avait dit c'est terminé, on n'achète plus chez H&M, machin. Bah oui. Écoute, la dernière fois j'y suis passée, il y avait quand même encore beaucoup de monde dans les magasins H&M. Et donc, après, je peux comprendre aussi que financièrement, il y a des choses, comme tu le disais, qu'on peut faire, qu'on peut pas faire, etc. Mais toutefois, je reste quand même convaincue qu'il y a des marques, t'es pas obligé, tu peux très bien faire ça. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à acheter des choses chez Zara, qualité de ouf. Ouf. Et je me souviens, j'avais acheté des blazers, des manteaux que j'ai portés pendant des années et des années et des années. Là, ils font des collections capsules de je sais pas quoi, même chez Mango, où elles sont une robe en soie, elle va te mettre 280 €. Franchement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu un truc à Zara et je me suis vraiment dit non, c'est ça qu'il me faut dans Zara, c'est ça, c'est pour ça que je t'aime. Non, mais franchement, ça fait longtemps. Comme je le disais aussi lors d'épisodes précédents, c'est que j'ai décidé que ma garde-robe, ce serait une garde-robe pensée. Donc je commence à regarder les étiquettes, je regarde la composition des trucs, etc. Mais il y avait un manteau magnifique chez Zara. Un beau manteau vert kaki, assez ample, mais assez structuré, tu vois. Une pièce, tu te dis, ça c'est une belle pièce, franchement, je sais pas quoi. Le truc était à 150 ou 200 €. Je me dis, mais vraiment, il est splendide. C'est le manteau de l'hiver, machin, etc. Ouais. Si c'est pour mettre 200 €, allez, vas-y, go. Je regarde la composition, 80% de polyester, 20% de laine. Tu vois? Je dis, mais... Ben non, du coup. Non, parce que... Non, mais franchement, parce que j'achète quoi, en fait? Tu me vends quoi? Tu me vends ton nom. Du plastique. Tu me vends du plastique. Donc non, en fait, je vais aller chercher un manteau pure laine. Et la vérité, en plus, c'est qu'avant encore, je me disais... Il y a certains prix que je suis prête à mettre parce que c'est une pièce vraiment, genre le design, il a été très bien pensé, etc. Mais t'as vu le nombre de scandales qu'on a vu ces dernières années sur les designs volés? Il y a tellement de designs qui sont volés à des petits créateurs, tout ça pour les mettre à l'échelle Zara, à l'échelle machin. Tu te dis, ben non, en fait, clairement, je sais pas ce que j'achète quand je vais chez vous. Attends, d'ailleurs, chez Zara, là, il y a un nouveau directeur artistique des collections. Est-ce que c'est Galliano? C'est... Bon Attends, un grand designer comme ça, genre qui est venu chez Zara maintenant? Oui, et il va faire genre les archives de Zara. Attends, faut que je retrouve son nom, je vais taper sur Google. Intéressant, ouais, vas-y, ça m'intéresse. Mais ça me fait penser en même temps, pendant que tu cherches, je parlais avec ma cousine qui est... Elle est designer justement, elle est en train de créer sa propre marque de prêt-à-porter. Coucou Martha. Et elle me disait et elle aussi, tu vois, elle est en fait, elle fait très attention aux matières qui sont utilisées, etc. Ce qui fait que quand elle achète des pièces, elle réfléchit à tout ça aussi. Et elle me disait oui, moi en ligne, je voyais beaucoup de publicité sur la marque Manière de Voir, je trouvais certaines pièces intéressantes, et quand en fait, elle achète pas toujours en ligne, donc elle est partie voir en boutique. Elle m'a dit, mais j'ai rigolé. Elle a dit, mais il y a tellement de trucs avec du polyester, mais ils se moquent de nous, cette marque. Ils se moquent de nous. Donc, et te vendent ça à prix d'or. Et donc effectivement, c'est John Galliano qui s'est associé avec Zara pendant 2 ans.
où en fait il va aller chercher dans les archives et les remanipuler pour les créer de nouvelles silhouettes. Okay. Les archives de Zara. Moi, tu me parles dans une période où tout le monde est très nostalgique, donc ça m'étonne. Non, mais écoute, je te jure, je pensais qu'il était mort déjà, donc. Ah non, Starfall-là. Non, quand même, Starfall-là. Mais non, mais tu vois, moi, tu me parles d'archives. Par exemple, la dernière fois, je suis partie voir l'exposition Christian Dior et Astina Laya. Là, ce sont des archives. Tu vois les photos, tu vois... En fait, quand tu t'intéresses un peu à la mode... Il y a des lignes, il y a des coupes qui, tu vois, qui se comprennent et qui font l'identité d'une marque. Donc, moi, avant, les gens qui étaient vraiment très férus de mode, qui te disent, mais non, mais ça voit, c'est Rabanne de telle année, des machins, parce que la ligne de trucs et tout. J'étais là, vous abusez, les mecs. Tu disais, ouais, franchement, ça... voilà. Mais maintenant que ça m'intéresse plus et que je m'y penche plus, etc., en fait, il y a des trucs... Là, quand je suis partie voir cette exposition qui était toute petite, tu vois, mais tu reconnais les pièces. Tu dis, ça c'est du Dior, ça c'est de la Laya. Parce que tu vois les trucs dans le temps, tu les vois évoluer. Tu vois, il y a la petite histoire qui est écrite. Tu vois les deux trucs qui ont travaillé ensemble. Parce que ça arrive aussi souvent que tu es des designers de certaines maisons qui vont travailler pour d'autres maisons. Tu vois, c'est l'évolution de carrière. Hein. Tu vas être, je sais pas, chez EY, et puis après tu vas passer chez Bain, ou tu vas passer sur un autre truc... Voilà. Ouais. Ou tu vas au BCG ou peu importe, tu vas au McKinsey. Mais t'as toujours une patte quand même. Et là, je me dis, la patte de Zara, c'est quoi ? Parce que ils sont tellement en train de copier des choses à gauche, à droite. J'ai du mal à comprendre, en fait, c'est quoi Zara ? Genre, tu vois une pièce et tu te dis, ça, c'est du Zara. J'ai une collègue de travail qui m'a vue avec une robe, qui m'a dit « Oh là là, elle est trop jolie ta robe, c'est Zara ça ?» Ah bah non, pas du tout, c'est pas Zara. Elle a dit « Ah bon ?» et tout. Parce que toutes ces marques plus petites, et je mets des guillemets, tout se ressemble finalement. Que tu as chez H&M, je que tu pense as que chez c'est ça Zara. Le travail du prêt-à-porter, c'est de te proposer de ce qu'on appelle des cheat codes, de ce qui se fait dans le luxe. On peut pas se le permettre, donc t'as des marques qui vont copier, qui vont essayer de te faire une version je suis d'accord, de ce qui est disponible, mais j'ai l'impression artistique vraiment globale, genre Zara c'est tel esprit, machin, j'ai pas l'impression que ce soit possible de dire ça. Parce que de la même manière, H&M, je sais pas si tu peux dire ça. Oui, mais tu sais, avant, moi j'avais l'impression que c'était plus facile de les identifier. H&M, ça avait le côté un peu minimaliste, scandinave, etc. Zara, c'était un peu plus fun. Tu vois, c'était les tenues genre tu mets pour sortir, pour l'été, tu vois, des tenues qui te donnent... Pour moi, Zara, ça a toujours été les trends. Ça a toujours été la trend du moment. Zara, ils te sortent un truc direct. Tu vois, par exemple, quand la série Scandal, elle sort, et que tout le monde voulait le manteau d'Olivia Pope, boum, Zara, il l'avait. Direct. Oui. Moi, quand j'ai découvert ces marques-là, j'avais l'impression qu'H&M, c'était plutôt scandinave, minimaliste. Zara, c'est un peu la fille fun, un peu comme les Last Ketchup, quoi. Acerere. Et Mango, c'était plus genre, tu veux être un peu corporate, tu vois. La corporate baddie, c'était Mango, tu vois. Ouais, je sais pas si c'était corporate baddie ou si c'était juste la femme de... Je sais, elle a plus de 25 ans, on va dire, au moins. Ou les gens, la meuf de 30 ans. Ouais, qui a du style. Ça me donnait plus ça, quoi. Voilà, mais maintenant, que tu rentres dans H&M, que tu rentres dans Zara, que tu rentres dans Mango, je n'arrive pas à les distinguer comme avant. Si ce n'est que je sais que sur les coupes de pantalons, moi je trouve que les coupes Mango, elles me vont mieux que les coupes Zara par exemple. Ça je sais, c'est un truc, j'ai beau essayer d'aller m'acheter des pantalons chez Zara, ça tombe jamais aussi bien qu'un pantalon qui a été fait chez Mango. Ça c'est la différence que je vois. Mais en termes de style, j'ai l'impression, et c'est le problème qu'on a dans la société actuellement, je trouve, c'est que tout est trop uniformisé. Il n'y a plus de place à l'inventivité, la créativité. Dès que tu ne te conformes pas à quelque chose, c'est tout de suite tu veux te la raconter, tu veux trop faire la meuf, ou tu veux trop faire le mec, tu veux trop te faire remarquer, machin, alors que pas du tout. Pas du tout. Tu vois, genre là il y avait le truc de Cowboy Carter de Beyoncé, j'ai jamais vu autant de gens porter des bottes de cow-boy. Mais alors je te jure. Alors que franchement, qui porte autant des bottes de cow-boy ?
qui. Après, j'ai envie de dire tant mieux pour les vendeurs de... Tu sais, les vendeurs typiques de chapeaux cow-boy, de bottes, etc. Ils ont vraiment fait leur argent. Globalement, ils ont vraiment fait leur argent grâce à la tournée de Beyoncé, mais c'est vrai que c'était trop drôle. Après, moi, ce que j'ai apprécié, c'était l'euphorie du moment. J'aime bien l'idée maintenant de se dire, tu vas à un concert et t'as tout un dress code à suivre. Mais voilà. Mais bien sûr. Je voulais pas dire DA parce que j'en veux plus d'entendre le mot. Mais c'est vrai que c'est la DA, j'aime l'idée d'avoir un dress code quand tu pars à un concert, tu vois. Mais c'est vrai que si à partir du moment où Beyoncé a sorti Cowboy Carter et de commencer à voir les gens intégrer les éléments cowboy dans leur style de tous les jours, ça m'a fait rire. Oui, tu vois. Enfin, Bref, tout ça pour dire que gardons un peu de folie. Et je dis ça et je suis probablement la nana la plus classique de la Terre sur la façon de s'habiller, mais je l'ai toujours été en fait. J'ai toujours été ultra classique quoi. Je vais avoir des touches de fun, etc. Mais je pense vraiment que ça fait partie de mon identité. Mais moi je kiffe. Tu vois, j'ai plein de comptes que je suis sur Pinterest, sur Insta, sur TikTok, de nanas qui te font... Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin. Saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Des trucs de folie. Tu dis, mais moi j'ai le même pantalon. J'ai le même pantalon. Et elle te met le pantalon, elle te met un petit foulard, elle te met un petit truc, elle essaie une veste, elle enlève et tout, tu dis moi je suis trop faire ça aussi. Je leur mets des commentaires, je leur dis purée, je sais pas, les étoiles elles sont alignées pour que je vois ta vidéo parce que j'avais exactement ce truc, je savais pas quoi en faire, j'allais même donner. Là tu m'as montré comment porter ça, c'est merci. Et c'est exactement ce que je veux quand je regarde mes pièces, j'ai pas envie de juste dire ça je sais plus si j'aime et puis boum je m'en débarrasse. Non, j'ai envie de pouvoir être créative avec ce que j'ai et de pas juste me dire je veux quelque chose sur le cintre et je vais le porter comme ça. Enfin, non, ça va pas du tout. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était une grosse tangente, mais c'était important quand même. Revenons sur le sujet parce que ils sont pas toujours gentils. Ouais, carrément, je te jure. Écoute, j'en ai quelques autres, mais je pense que je vais pas tous les développer en long et en large. Celui qui me blesse le plus vraiment en ce moment, je pense que c'est toutes ces révélations qu'il y a eu sur le trafic d'humains en Libye. Parce qu'en fait, dans ce cas précis, il y a vraiment, il y a aucun filtre en fait. C'est que pour moi, c'est vraiment le sujet le cas le plus flagrant où tu vois que le pays est complice, le gouvernement est complice, et ils n'ont pas du tout l'intention de changer les choses, et que toutes les personnes qui se prononcent contre ça, en fait, il leur arrive de gros problèmes comme emprisonnement, voire disparition. Donc c'est vraiment celui qui me fait le plus mal, en fait, et à chaque fois je me dis, mais si seulement on pouvait arriver à faire je sais pas quel type de campagne d'information de masse en Afrique pour faire comprendre aux gens, en fait, que ce qui vous attend de l'autre côté, là, si vous traversez la Méditerranée, les gars, c'est la merde. C'est pas ce qu'il y avait il y a 20 ans, c'est pas ce qu'il y avait il y a 30 ans, ni ce qu'il y avait à 40 ans. Ce qui vous attend, c'est l'enfer. Entre l'Italie où on voit des gens qui crèvent les bouées des bateaux, des migrants qui arrivent, pour les laisser se noyer parce qu'ils veulent pas les accueillir. Donc vraiment, tu te dis, en fait, tu réfléchis à la manière de vouloir avancer jusqu'au nord de l'Afrique et à vouloir traverser. C'est vraiment, ça vaut pas du tout le coup. Donc, pour ce qui est de la Libye, là, carrément, on est arrivé à un point où on a un rapport des Nations Unies dans lequel ils ont inclus des témoignages d'une centaine de migrants qui racontent comment ils ont été interceptés, en fait, quand ils arrivent aux frontières de la Libye. Et ils sont enlevés par des criminels armés. Mais il faut savoir que ces criminels armés, soi-disant indépendants, ils sont soit mandatés par le gouvernement
ou parfois mandatés par d'autres réseaux étrangers. Donc tu vois un truc, une organisation bien huilée, bien rodée. C'est pas juste des gens qui viennent tout seuls comme ça et ils se disent on fait ce qu'on veut avec nos armes. C'est vraiment des gens mandatés par d'autres organismes. Et donc il y a des migrants qui racontaient qu'ils ont été délibérément séparés de leurs membres de famille et que tous se retrouvaient emprisonnés. Je vous laisse imaginer les conditions des cellules d'emprisonnement là-bas. Ils ont subi toutes sortes d'abus, tortures, viols, mutilations physiques. Il y a une femme qui a raconté que avant de les violer, ils s'amusaient à faire des mutilations génitales pour faire de la place, soi-disant. Donc ce genre de choses. Elle a dit que selon ce qu'elle a vu de ses propres yeux, la personne la plus jeune qui a été violée, elle avait 14 ans. Et puis tu as une autre femme qui venait d'Érythrée, qui raconte qu'elle a vécu 6 semaines à Tobruk et que pendant les 6 semaines, elle a été violée et que cette milice, ils ont dit en fait qu'elle avait une rançon à payer pour être libérée. Oh wow. Quand elle a été emprisonnée, elle était emprisonnée avec sa fille et elle dit que là où elles étaient enfermées avec sa fille et avec d'autres femmes, en fait, elles se faisaient toutes violer quotidiennement et mutilées quotidiennement. Elle dit qu'elle a vu des gens mourir de ses blessures, donc on n'a pas de détails sur le type de mutilation qu'il y a eu, mais elle a vu des gens carrément mourir à cause des saignements. Et elle, elle a eu la chance incroyable d'avoir la famille dans son pays qui a pu se mobiliser pour vraiment payer la rançon et la libérer. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, en fait, quand elles partent de cette manière, c'est parce que justement, elles partent pour être l'éclaireur qui va subvenir aux besoins de la famille qui est restée au pays. Donc c'est complètement insensé, en fait, de se dire, non, il va falloir payer une rançon si tu veux partir. Non. On a déjà, on sait comment ça se passe quand tu as un membre de ta famille qui quitte le pays. Normalement, c'est toute la famille justement qui se cotise et qui va te donner plein de choses pour faire en sorte que tu t'en sortes vraiment bien là-bas, là où tu vas. Donc au final, demander une rançon, c'est un peu une condamnation à mort, quoi. Et c'est vraiment le truc que je trouve insoutenable en fait, parce qu'on réfléchit toujours aux différentes organisations qu'on a. On a les Nations Unies, on a des tribunaux internationaux, de trucs, de machins. On a plein d'organismes qui disent toujours on dénonce ce qui se passe, etc. Et les vidéos continuent à circuler sur toutes les personnes qu'on voit qui sont littéralement enchaînées, en fait. Donc vraiment, tu vois qu'ils sont très à l'aise avec l'idée de dire voilà, ce sont nos prisonniers, ce sont nos esclaves, on en fait ce qu'on veut. Et si on a envie de les libérer, on les libérera. Si on a envie de les tuer, on les tuera. Si certains ils nous disent qu'ils ont de la famille, qui ont de l'argent, on prendra l'argent. Mais vraiment, genre, en toute autonomie, en toute indépendance, et ils assument complètement leurs actes, en fait. C'est ça que je trouve vraiment insoutenable avec ce cas-là, parce que dans d'autres cas, il y a toujours des fausses ambitions. Comme tu disais, voilà, quand Trump dit qu'il va aller attaquer l'Iran pour libérer le peuple, etc., etc. Là, on est face à des personnes qui disent clairement, on va faire ça et on n'en a strictement rien à faire de votre avis. Et au final, tu te demandes, ils ont raison, ils ont tort, je sais pas si ça compte, parce que personne ne les arrête, en fait. Bien sûr. C'est vraiment cet aspect-là en fait que je trouve insoutenable, c'est de se dire qu'est-ce que tu fais pour les arrêter ? Qui va aller se fatiguer ? Tu vois, toutes les grandes puissances du monde qui aiment trop dire nous on part à tel endroit pour libérer le peuple, etc. Pourquoi aucun État décide d'aller en Libye en fait pour libérer ces gens-là ? Pourquoi ? Ils ont commencé et puis après ils se sont dit wow, c'est chaud, demi-tour. Ouais. Et ils ont leurs intérêts qui sont ailleurs. Tu sais, t'interviens pas comme ça pour sauver les gens s'il n'y a pas un intérêt derrière. Exactement. Ce qui est très difficile dans ça, c'est que le viol, déjà, comme arme de guerre ou comme arme de domination, ça existe depuis la nuit des temps. Et comme on l'a dit de nombreuses fois dans cet épisode, il faut avoir un niveau de pervers pour utiliser ça, et de méchanceté, de cruauté. Pas de méchanceté, de cruauté. Pour faire ce genre de choses. Moi je suis encore choquée de ce que j'ai vu dans le film Munganga, et ce n'était qu'un film. Donc tu t'imagines et puis tout ce qui peut en découler, la maladie, utiliser vraiment ces femmes comme de la chair disposable, qui sont, parce qu'en plus tu sais,
c'est même pas quelque chose où t'as un fétiche pour un certain type de femme et que tu ne peux pas t'en empêcher ou quoi que ce soit, c'est juste... Non, c'est vraiment une question de pouvoir. Des sous-merdes. Oui, c'est Moi, ça. je le vois vraiment comme ça, je le vois même plus comme une question de désir, parce que je pense que les gens, ils aiment trop utiliser cette excuse de « Oh, il y a des gens qui ont des pulsions, etc. » Moi, je le vois vraiment comme un truc, c'est que du pouvoir. Non, mais c'est vraiment que du pouvoir, parce que ça fait partie des gens que tu méprises. Mais pour montrer vraiment, je vous méprise, et en plus de ça, je fais ce que je veux de vous. Je fais vraiment ce que je veux de vous. Et après, c'est vrai que pour nous, c'est plus facile de parler parce qu'on a eu la chance de grandir dans certaines conditions, ce qui fait que on n'a pas eu à penser au fait de « je vais aller chercher une meilleure vie ailleurs ». Tu vois, c'était pas une nécessité. On a ce confort-là de se dire « je peux aller chercher une meilleure vie ailleurs parce que j'ai les papiers qu'il faut, parce que j'ai les diplômes qu'il faut, etc. et que j'ai grandi dans un certain environnement ». Mais c'est pas... tu vois, on n'est pas né dans des conditions où toute la famille mise sur nous pour s'en sortir. Où vous êtes tous en train de vous regarder, toi tu t'es le plus courageux de tous en te disant bah, allez, je vais aller tenter ma chance et si moi j'arrive, etc. Parce qu'on a vu en grandissant des personnes qui sont venues en France pour aider la famille, puis finalement ils font venir leurs cousins, cousines, leurs frères, leurs sœurs. Et c'est aussi pour ça que la politique du regroupement familial, elle s'est aussi un peu durcie. Parce que y a des gens qui faisaient passer leurs neveux, leurs nièces pour leurs enfants, mais en fait ce sont pas leurs enfants, mais c'est juste que si ça marche pas, si je peux pas faire venir ma soeur, je vais au moins faire venir un de ses enfants, comme ça va aider les autres, etc. Donc tous ces trucs là, je pense que je peux le comprendre, mais aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, le niveau de difficulté, tu sais, je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et même au-delà de ça, tu sais, il y a certaines communautés, quand les enfants quittent pour aller dans un autre pays, pour étudier, etc., les enfants reviennent toujours. Mais par exemple, au Congo, moi, je vois pas beaucoup de gens qui partent et qui reviennent pour aider à construire le pays. Je vois plutôt une fuite de cerveau, quoi. Et dans cette fuite de cerveau, t'as tous les dommages collatéraux de personnes qui deviennent des esclaves, de personnes qui meurent, de personnes qui se font enrôler dans des choses dans lesquelles elles ne devraient pas être enrôlées, etc. Tout ça pour la quête d'une vie meilleure, quoi. Et je trouve ça vraiment terrible parce que ça pourrait tellement être réglé facilement. C'est ça. Vraiment, ça pourrait tellement être réglé facilement. Je réfléchis toujours à ce truc de... clairement, je dis ça parce que je manque d'informations. Hein, donc, parmi celles qui nous écoutent, si vous avez la réponse, j'aimerais vraiment savoir. Mais je me dis, tu vois, par exemple... Tu me dis, voilà, j'ai telle personne qui vit en Érythrée, et elle est trop pauvre, elle a besoin de changer de pays. Qu'est-ce qui empêche d'envisager un autre pays de l'Afrique? C'est vraiment le truc sur lequel je bute, en fait, où j'ai pas la réponse. Je me dis, est-ce que c'est à cause d'une image de rêve occidental, etc., qui fait que c'est pas une option dans leur tête, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, sur la géopolitique, genre les géopolitiques, les dynamiques politiques entre les différents pays africains qui font qu'il y a un blocage aussi là-dessus? C'est vraiment la partie où je bloque, quoi. Parce que je peux comprendre vouloir quitter son pays pour chercher une meilleure vie, mais sur tous les pays qu'il y a autour, là, sur un rayon un peu plus proche, est-ce qu'il n'y a pas une seule option qui est viable pour aller jusqu'à viser l'Europe? C'est vraiment ma question. Donc écoute, je me renseignerai dessus, donc on verra bien. C'est vraiment ça que je me dis, mais ouais, c'est ça. Avec tout ce qu'on sait sur le sujet, comment on peut encore envisager ça comme une option d'un avenir meilleur? Et il y a des gens pour qui ça se passe très bien et que tant mieux. Et je sais que les voies légales sont pas toujours les meilleures voies. Ça, il y a un truc c'est bien mieux de faire les choses légalement, bien sûr, mais je sais pas, tu sais, il y a des trucs, par exemple, on sera forcément désavantagé, tu vois. Par exemple, moi, j'ai une de mes cousines qui est au Congo, elle a toujours vécu au Congo, elle voulait juste venir compléter une partie de sa formation en France, parce qu'elle en avait besoin pour X ou Y raison, mais pour obtenir un visa, tu vois, t'as même la perception négative du truc, tu déposes ton dossier, ça vient tout de suite, genre, tu prends l'excuse de ton diplôme pour venir et en fait tu vas jamais rentrer. Elle était genre, mais je m'en fiche, moi je veux... Tellement insultant, franchement.
j'ai une carrière, j'ai tout ça, enfin, je veux pas forcément... tu veux venir dans notre nation grandiose, sous de faux prétextes. Pays. Ouais. Voilà, c'est ça. Et parfois, les gens ne sont pas du tout intéressés. Et c'est aussi ça, hein, c'est un syndrome, tu vois, comme on peut dire qu'il y a le syndrome méditerranéen, etc. Ça aussi, c'est un syndrome de dire que on est forcément mieux que vous dans vos petites bicoques et vos petites machins paille éclairées. Donc forcément, vous êtes intéressés, vous voulez venir profiter de ce que nous, on a grandement construit. Mais tu dis, ben non, il y a des gens, ils s'en foutent de vous, quoi. Non, mais vraiment. Je veux juste passer par là. Je suis juste de passage. Je vous assure, j'ai pas envie de rester. C'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Ouais, ok. Sujet suivant. Je sais que c'est un sujet sur lequel on n'est pas parfaitement aligné en termes d'idéologie. Ouais. Mais non, mais là, c'est un cas sur lequel on sera quand même parfaitement d'accord. C'est globalement, en fait, quand on parle de gestation pour autrui, je sais qu'on n'est pas parfaitement d'accord dessus, ou moi je suis complètement contre, et je sais que Néné, tu l'es pas. Totalement. Oui. Mais il y a comme dans toutes les évolutions, il y a toujours des dérives. Et là, j'avais vraiment envie de parler des dérives de certaines agences qui ont été créées autour de la GPA, où en fait on utilise les mêmes mécanismes que les Occidentaux ont créé avec l'adoption à l'international. On se retrouve avec la même chose avec la GPA. Donc il y a l'idée de partir dans des pays pauvres en tant que personne aisée et de payer des personnes pauvres en fait pour porter votre enfant, venir le chercher et s'en aller, et puis c'est tout. Donc là, en fait, l'exemple que moi je connaissais jusqu'à aujourd'hui, c'était l'exemple de l'Inde, où j'avais vu justement un reportage où t'as des agences en fait qui créent vraiment tout un système où les mères porteuses vivent toutes dans un même bâtiment, où elles sont suivies médicalement sur toute la durée de la grossesse, etc. Les familles américaines, européennes viennent, elles payent, elles font leur insémination, etc. Elles récupèrent leur bébé tout beau, tout neuf, elles s'en vont, elles payent genre 3 000 €, quelque chose comme ça pour la femme qui porte l'enfant, et puis c'est tout. Maintenant, dans le reportage que j'ai vu, il y a toujours des gens qui exagèrent et qui vont jusqu'au bout dans le concept de trafic d'humains, où en fait ils vont aller chercher des femmes pour leur dire voilà, si tu fais ça, tu vas porter le bébé de telle manière, tu vas vivre ici, tu seras payé 3 000 €. Et au terme de la grossesse, une fois que l'enfant est né, etc., et qu'il est donné au couple, et ben ces femmes-là, elles se retrouvent avec peut-être 50% de ce qui leur a été promis, parce que les agences disent, en fait, les frais d'apporteur d'affaires, etc., c'est ça, les frais médicaux, c'est ça. Donc, c'est des femmes qui venaient justement pour prendre un chèque en plus dans leur vie déjà assez compliquée et pouvoir subvenir à leurs besoins. Et là, on leur dit, en fait, ces frais-là, c'est vous qui allez les payer, alors que c'est pas vrai, parce que c'est facturé aussi au couple qui vient justement avoir recours à la gestation pour autrui. Donc, il y a vraiment ce côté où on exploite les personnes les plus pauvres et on n'en a rien à faire en fait de leur situation après coup. Et le cas qui m'avait vraiment... je pense que c'est le cas qui m'a confortée dans ma position en fait contre la GPA, c'était que tu avais une femme indienne qui a vécu pendant les 9 mois de la grossesse dans le centre de GPA. L'enfant est né, l'enfant avait une malformation, et le couple a refusé de prendre l'enfant. Et ils sont partis. Sans l'enfant. Okay. Et donc cette femme, elle s'est retrouvée avec un enfant qui, techniquement, n'est pas le sien, à sa charge. Donc vraiment, c'est le comble du comble, c'est qu'elle n'a pas été payée, elle a fait ses 9 mois pour rien dans l'agence. L'agence, en fait, c'est comme si l'agence, il s'était dit, bon, comme je te retrouve avec l'enfant, ça va, on ne te facture pas, mais par contre, dégage, tu vois. Et donc, elle se retrouve avec un enfant à sa charge qui n'était même pas le sien, et avec un enfant qui va avoir des besoins en plus particuliers. Je sais pas comment tu fais pour subvenir à ces besoins-là quand tu as un enfant en situation de handicap et que tu es déjà pauvre, au point de louer ton ventre. Donc vraiment, ce cas-là, ça m'avait fait tellement mal au cœur, et ça m'a fait réaliser en fait la façon dont toute avancée scientifique, technologique, etc., ça peut être quelque chose de magnifique pour des personnes qui n'ont jamais eu... l'option d'avoir l'enfant biologique dont ils ont toujours rêvé, etc. Oui, waouh, ça peut être magnifique, mais dans les mains des mauvaises personnes, ça peut se transformer en un cauchemar de mépris et de
et de hiérarchisation au final. Parce que c'est vraiment un truc eugénique où le couple en fait se dit voilà, on voit cet enfant dont on a toujours rêvé, on l'a fantasmé, etc. Et dès que l'occasion se présente, ils se disent bah non, en fait, on ne veut pas celui-là. En fait, la violence du truc, ça m'a tellement choquée. Et je me suis dit, là, qu'en fait, quand tu permets aux gens de faire ça à l'international, ben justement, en fait, on a un problème en termes de loi. Comment on fait pour protéger cette femme qui loue son ventre et qui se retrouve dans cette situation ? Encore si ça avait été fait dans le même pays, dans un pays dans lequel tous les partis résident, tout le monde a la citoyenneté de ce pays, et donc on est tous soumis aux mêmes lois. Ça facilite les choses, tu vois, en cas de recours. Mais non, là, on se retrouve dans des situations où... En fait, j'imagine ce couple qui remonte dans l'avion et qui se dit « Bon, bah, on aura essayé. » Tu vois ? Genre la folie du truc. Alors, je suis d'accord avec toi sur plein de points. Mais, comme tu l'as souligné, c'est que c'est l'humain derrière. Je trouve... Moi, j'ai une sensibilité particulière sur tout ce qui est PMA, GPA... problèmes de fertilité, etc. C'est une cause qui me touche particulièrement. Je suis pour le fait que toute femme qui a un désir d'enfant puisse assouvir son désir d'enfant. Et si dans le cas où tu es malheureusement infertile, que tu puisses avoir recours à l'adoption, que tu puisses avoir recours à la PMA, enfin, en tout cas, que tu puisses trouver une solution qui te permette d'assouvir ton désir d'enfant. Là, tu parles de l'Inde, mais t'as même pas besoin d'aller jusque l'Inde, parce que dans les pays de l'Est, je pense, l'Ukraine d'ailleurs, parce que même quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'était un sujet, parce que t'as des couples, quand la guerre a commencé, qui étaient partis pour justement accueillir leur enfant, et là, tu te retrouves coincé dans une guerre, et t'as ta mère porteuse qui est là avec le bébé, etc. Ah, je savais pas qu'il y avait ça en Ukraine aussi. Si, au moment du début du conflit, il y a des couples qui se sont retrouvés coincés. Mais au-delà, tu sais, d'en arriver, d'en être là, j'ai lu un livre qui se passait au Nigeria où, grosso modo, on demandait à une autre femme d'avoir l'enfant pour toi et on te l'amenait parce que toi, tu pouvais pas avoir d'enfant. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose qui n'ait jamais existé, qui est apparu que maintenant. Mais après, ce que je pense, c'est que le commerce qui en est fait aujourd'hui, ça, c'est une dérive de la pratique. Comme tu dis, de devoir payer des gens en lance-pierre, etc. Mais il y a des couples, peu importe votre couple, qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'avoir d'enfants, que ce soit naturellement pour d'autres raisons. Donc t'as le même système, t'as les adoptions, etc. Même dans l'adoption, les choses sont cadrées. Si t'es une femme seule et que tu vas adopter, il y a certains pays qui n'autorisent pas l'adoption. Si tu es un couple homosexuel, il y a des pays qui n'acceptent pas l'adoption. Donc quand tu vas, je crois, sur le site du gouvernement français, parce qu'ils sont censés avoir des accords avec les pays, etc., tu peux plus aller adopter un enfant comme ça, t'es obligé maintenant de passer par les organismes. Tu vois par pays avec lesquels ils ont des accords, quelle personne peut adopter. Donc femme célibataire, jeune adulte, couple avec enfant, couple sans enfant, couple homosexuel. Et ensuite, on te dit jusqu'à combien d'enfants je crois que tu peux adopter. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc. Voilà. Donc, ça s'est réglementé avec le temps parce qu'il y a eu des dérives. Je pense que la GPA, c'est en cours de réglementation. C'est loin d'être parfait. Je dirais pas que c'est comme n'importe quelle grossesse, parce que c'est jamais comme n'importe quelle grossesse, mais il faut avoir le cœur de faire ça. Tu sais, tout le monde ne peut pas porter l'enfant d'un autre en n'ayant aucune attache. J'ai vu tellement de reportages là-dessus où je me dis, en fait, moi, je pourrais pas. Pourquoi ? Parce que je me dis, c'est tellement de risques une grossesse. On nous le vend vraiment bien. Tu vois, le PR le RP des grossesses, là, c'est incroyable. Il est génial. Il te fait voir, mais vous allez avoir un glow et vos cheveux et machin et tout. Enfin, oui, vous aurez quelques petits inconforts, mais bon, ça va, vous inquiétez pas par rapport au reste, c'est formidable. Ça, non, c'est le ce PR, qu'on il vend. est dingue. Mais tu vois, comme tu dis, il y a le côté de... Est-ce que tout le monde n'est pas prêt à se remettre de l'idée d'être séparé de l'enfant que tu auras porté pendant 9 mois ? Mais moi, je pense aussi au fait qu'une fois que t'es pauvre, bah, ça t'empêche de réfléchir à certains aspects, en fait.
de ce que tu es en train de faire. De la même manière qu'il y a des personnes, quand elles sont au dos du mur, elles envisagent la prostitution, mais elles n'envisageraient pas la prostitution si elles n'étaient pas au dos du mur en termes de factures, en termes de problèmes, etc. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai envie de dire tu m'enlèves mon consentement, mais bon, tu l'enlèves pas, mais pour moi, c'est comme si c'était un consentement qui était amoindri, en fait, quand tu es dans ce genre de situation-là. Et c'est pour ça que pour moi, ça rentre dans ce cadre-là, ça rentre dans le cadre de l'esclavage moderne. Oui, et en fait, comme ce que tu disais par rapport à la prostitution, c'est que parfois, quand tu es face au mur, il y a des choses que tu envisages que tu n'envisagerais pas. Mais le truc que moi, je trouve un peu dérangeant dans cette affaire de GPA, c'est que c'est pas encadré. Ou pas aussi bien encadré qu'on le souhaiterait. Parce que, oui, c'est encadré pour les parents, les papiers sont faits, il n'y a aucun moyen que la mère porteuse puisse partir avec l'enfant, etc. Normalement, c'est plutôt... Cette partie-là est très réglementée. Moi, ce qui m'embête, c'est non pas qu'on puisse payer pour ce service. Parce que comme j'ai dit, chacun a son cœur, chacun sait ce qu'il peut supporter. Il y a des gens qui peuvent supporter l'adoption, il y a des gens qui pourront supporter être famille d'accueil. Moi qui ai adopté un enfant, c'est très difficile pour moi d'envisager d'être famille d'accueil. Parce que je n'arrive pas à me dire que je vais m'attacher à un enfant de passage. Et tu sais pas combien de temps il reste. Si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais les va-et-vient comme ça, je sais que mon cœur ne pourra pas le supporter. Ce qui m'embête beaucoup dans l'histoire de la GPA, c'est de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, et encore peut-être que j'ai pas assez cherché, j'ai pas assez trouvé d'informations sur ce sujet, mais moi c'est la partie de l'accompagnement de la mère porteuse. Tu sais, ne serait-ce qu'un soutien, un suivi psychologique, parce que quand bien même l'enfant n'est pas avec toi, je suppose que tu as les mêmes conséquences que quand tu viens d'accoucher normalement. Donc tu peux avoir un postpartum, tu peux avoir un baby blues. Est-ce qu'il n'est pas accentué justement parce que tu n'as pas cet enfant avec toi? Tu vois, il y a tout le truc derrière, parce que tu peux te lancer dans un truc, comme même toi, humainement, quand tu te dis « Ah ben non, mais là, moi, je suis prête, je veux un enfant », tu te lances dans ce truc d'avoir un enfant, et après, tu te prends mais un camion dans la tronche, parce que tu dis « Mais je ne m'attendais pas à tout ça. On ne m'a jamais dit que tout ça, ça allait arriver. » Et en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un accompagnement des mères porteuses sur ce point-là. Tu sais, tu les as, ne serait-ce que voir un psychologue, parce que humainement... Pour se préparer mentalement pendant ces 9 mois, en fait, à se dire, mais vous avez conscience, en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Toujours se rappeler, vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et même si tu en as conscience, je suis sûre que sur le cours des 9 mois, il y a des moments où tu vas avoir des hauts et des bas, il y a des moments où tu vas dire, ouais, c'est super, c'est bon, je suis OK avec l'idée. Il y a des moments où tu vas avoir des doutes, tout ça, en fait. Ton cerveau n'est plus le tien. Et la moindre complication qui aura lieu, j'ai l'impression que dans ce genre de choses, en fait, dans ce type de contrat, on privilégie d'abord la survie du fœtus avant la survie de la maman. Ce genre de choses, en fait, tout ça, ça fait très peur. Oui, mais justement, quand on parle de ça, j'ai un autre exemple. Toujours dans les émissions que j'aime beaucoup regarder, qui ne sont pas très... qui n'élèvent pas beaucoup spirituellement. On va dire ça comme ça. J'étais une avide consommatrice de Teen Mom. Et dans Teen Mom, si vous connaissez pas cette émission, en français c'est 16 ans. Ça élève, ça éduque. Teen Mom, c'est de la bonne télé. Hein. Écoute, ça reste de la télé-réalité, et à un moment donné, ça a pris une tournure un peu trash. Mais Teen Mom, en anglais, c'est 16 ans et maman. Et grosso modo, ça suit des jeunes filles qui ont entre 16 et 18 ans, qui attendent leur premier enfant, soit avec leur petit copain du lycée, soit suite à une aventure d'un soir. Il y en a une dans la première saison, elle est tombée enceinte de son amoureux, qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture. Ça m'a traumatisée, celle-là. Oh là là. Et qui aujourd'hui, elle a eu un moment où elle a fait du porno, tout ça avec sa fille à côté, pas sa fille à côté quand mais quand elle tout ça en éduquant sa fille, et avec les caméras qui suivent aussi sa carrière, etc., toute son évolution. Exactement. À un âge voilà. où tu te construis. Et aujourd'hui elle, je crois qu'elle veut se présenter aux élections de maire, je sais pas quoi, bref, elle a eu un parcours un peu chaotique dans sa vie. Il y en a d'autres qui ont des parcours impressionnants.
tu vois, qui se sont séparés du papa des enfants, parce que, tu sais, c'est les relations que t'as au lycée, il y en a certaines qui vont durer toute une vie, d'autres qui ne durent pas toute une vie. Donc, il y en a une qui s'est séparée il y en a qui se sont séparés des papas des enfants, et qui ont rencontré d'autres personnes qui ont construit un empire, mais c'est entre guillemets, où elles ont, tu vois, refait leur vie, ils ont continué d'avoir d'autres enfants, tu vois, ils ont fait leur truc. Et puis, il y en a certains qui sont toujours ensemble. Et donc, dans ces couples, de la première saison, qui sont encore ensemble, il y a Tyler et Kathleen. Tyler et Kathleen sont deux enfants de parents qui sont nés dans des caravanes, on va dire, et les parents très très instables, alcooliques, violents, machin, vraiment l'Amérique profonde qu'on ne veut pas voir. Vraiment, ils sont nés dans des conditions pas possibles. Ils se sont amourachés l'un de l'autre et ils ont décidé que ça serait leur force. Ils ont eu donc cette première grossesse quand elle avait 16 ou 17 ans. Elle était plus jeune que ça, j'ai l'impression qu'ils avaient genre 14 ans, eux. Ah, je sais pas, la première grossesse, c'était vraiment les plus jeunes, ils avaient tellement de têtes de bébé, waouh. Oui, mais ils ont eu des têtes de bébé pendant longtemps. Ouais, et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est qu'ils ont décidé, après beaucoup de va-et-vient, qu'ils allaient faire adopter cette petite fille, qui s'appelle Carly. Donc, ils ont fait adopter cette petite fille, ils ont fait une adoption ouverte. Mais au fur et à mesure des saisons, quand bien même les parents adoptifs sont très cool, ils avaient le droit à une visite par an ou quoi que ce soit, les choses ont pris une tournure, parce que eux ont continué la télé-réalité, ils continuent de parler de leur fille, mais cette fille-là, on l'a peut-être vue bébé une fois et tout, mais après on l'a plus jamais revue, enfin, plus jamais ou très peu revue. Ouais, elle a une autre vie, avec une autre famille en fait. Et là où la communication, la communication, elle est devenue compliquée. Ils disent, ouais, ben voilà, Brandon et Alyssa, ils veulent plus qu'on parle à Carly, nanana. Mais peut-être que c'est le désir de l'enfant aussi. Et c'est pour ça, pourquoi je raconte ça, c'est pour dire qu'il y a des choses que on les envisage, on se dit c'est la meilleure solution, ça va bien se passer, regarde là on a une adoption ouverte, on n'a pas les moyens financiers de s'occuper de cet enfant-là, ils sont restés ensemble, ils se sont mariés, ils ont eu d'autres enfants, ils ont construit leur carrière, donc disons que c'est une belle histoire et un bel exemple de on va se donner les moyens de réussir. Je pense que le fait qu'ils tournent sur MTV et qu'ils aient de l'argent de MTV, ça les a aussi beaucoup aidés, mais on ne sait pas quelle est la somme qu'ils ont eue. Mais dans cette démarche d'adoption ouverte, etc., ils se sont dit, ce sera la meilleure solution, on confie en fait notre enfant à quelqu'un d'autre pour l'élever, mais on reste présent, on est les parents biologiques, etc. Sauf qu'au fur et à mesure des années, la communication est devenue difficile, tout est devenu compliqué. Et ça s'est distancé. Les derniers épisodes que j'ai vus, ils étaient en train de se chamailler, que eux exigeaient que ça reste notre fille, nous avons le droit, mais vous avez donné l'autorité parentale à d'autres personnes. Vous l'avez donné à d'autres personnes. Et c'est dur, hein, mais tu le dis, c'est des mineurs qui ont pris cette décision. Donc malheureusement, il y a un gros risque en fait qu'ils regrettent leur décision. C'est peu importe la décision qu'ils prendront, il y a de gros risques qu'ils la regrettent. Bah oui. C'est ce que Kathleen a dit à un moment donné. Elle me dit, je réalisais pas à quel point ce serait dur et ce que ça représentait quand j'ai signé ça. Et c'est pas faute de lui avoir expliqué. Et ils ont une assistante sociale qui est formidable, qui fait le pont entre les deux, etc., qui essaye de leur faire voir leur point de vue et tout. Mais tu sais, c'est comme s'ils se sont dit, ah ben là, nous, on n'a plus les moyens, on peut pas s'occuper de cette fille, donc on la donne à l'adoption. Maintenant qu'ils ont les moyens, maintenant qu'ils ont stabilisé leur vie, ils se disent, maintenant, on a le droit. On a quelque chose à lui offrir, on a quelque chose à lui montrer, on a quelque chose à lui apporter. Sauf que ce n'est plus de leur ressort. Et c'est pour ça que pourquoi je raconte tout ça, c'est pour dire que pour moi la faille qu'il y a dans la GPA, c'est celle-là. C'est que on trouve ça génial parce qu'on donne l'opportunité à des parents désireux d'avoir un enfant, d'avoir cet enfant, et c'est formidable. Mais à côté de ça, on ne sait pas les impacts que ça aura sur les générations futures. Tu sais, pendant longtemps, l'adoption sous X était acceptée, machin tout. Ils sont un peu en train de revenir là-dessus parce qu'ils se disent, non, mais t'as le droit quand même d'avoir ne serait-ce qu'un minimum d'infos, ne serait-ce que pour les antécédents génétiques. Génétique, oui. J'allais dire génitaux, mais ça n'a rien à voir. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est pour ça que je me dis, oui, t'es d'accord en principe,
Et non, j'ai envie de dire que t'es d'accord en théorie. Mais j'ai l'impression que la théorie, elle s'applique jamais. Tu vois ? Et moi, c'est pas genre je suis contre parce que pour des raisons banales du style non, c'est pas la nature ou c'est pas que sais-je. C'est vraiment pour ça en fait. C'est parce que je pense qu'il y a certaines avancées scientifiques qui sont belles en théorie, mais il y a besoin de beaucoup plus de recul pour savoir si ça en vaut la peine. Et je pense que peu importe le recul, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de limites. Et que c'est pour ça que pour moi, ça devrait pas être en circulation, mais ça devrait pas être légal en fait. Et tu vois, si demain quelqu'un me dit, parce que comme tu le disais, depuis la nuit des temps, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, j'arrive pas à avoir un enfant, un tel va le porter pour moi. J'ai entendu des tonnes d'histoires de ma sœur elle arrive pas à avoir un gosse, j'adore ma sœur, j'adore son mari, et boum, je porte un enfant pour eux, ce genre de choses. Et ben, je suis sûre que même dans ces cas-là, il doit avoir des complications, mais tant qu'on n'a pas réussi à trouver une manière parfaitement éthique de le faire, ou au moins à 90% éthique de le faire, ça devrait pas être fait maintenant. Ça devrait vraiment mais je pense que ça ne sera jamais éthique. Comme beaucoup de choses dans la science, tu ne peux pas arriver au niveau éthique. Parce que même les trucs où tu penses que c'est fait de manière éthique, quand tu fouilles un petit peu, tu te dis c'est pour ça. Donc c'est un peu... Franchement, c'est difficile. C'est très difficile. J'ai pas envie de donner cet avis et d'avoir l'air pas hautaine, mais tu vois, en fait, j'ai envie de dire, en soi, ça me regarde pas, techniquement, parce que je sais que je serai pas dans ce cas de figure, j'ai jamais été dans ce cas de figure, et je sais que, par exemple, une personne qui n'arrive pas à avoir un enfant biologique et qui a ce gros désir d'enfant biologique qui va m'écouter, bah, elle aura envie de dire, mais la ferme, tu vois, toi, t'as fait tes gosses, etc., t'as eu le choix, tu comprends pas. Et ça, je l'entends, hein, je sais que je comprends pas du tout. Mais c'est vraiment cet aspect-là où, comme tu le dis, avec du recul, tu sais pas ce que ça va donner. Et surtout, si la priorité, comme on le dit à chaque fois, c'est les enfants, moi, j'ai beaucoup de mal à voir comment... Alors, je sais pas si la priorité, ça va c'est se refléter. les enfants. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de médecins qui disaient... tu vois, moi, j'ai entendu beaucoup de médecins qui disaient que, grosso modo, dans des cas d'extrême urgence, même si dans les films, on vous montre que on demande toujours si on sauve la mère ou l'enfant, l'idée, c'est toujours de sauver la mère, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Tu vois, tu sais, j'ai eu beaucoup de mal avec cette idée dans tout le parcours de suivi que j'ai fait autour de ma première grossesse, où j'ai vraiment réalisé que la manière dont on te traite, etc., j'ai l'impression que t'as un peu un vaisseau, quoi. Donc ça me faisait peur, tu vois. Et en fait, on te traite tellement comme le vaisseau du bébé qu'à un moment donné, ben, toi aussi t'intègres que tout ce qui compte, c'est le bébé, en fait. Donc, si ça fait mal, je m'en fous. Si je me sens pas bien, on s'en fout. Enfin, si t'as mal... Alors qu'au final, moi, c'est le message que j'ai reçu, quoi. À force de tout le temps... on me dit, tu peux pas faire ça parce que l'enfant, tu peux pas truc parce que l'enfant. Si tu parles d'un symptôme et que ça n'a rien à voir avec le ventre, on en a rien à foutre. C'est vraiment, on t'écoute pas. Donc tout ça aussi, ça joue. Et enfin bref, c'est vraiment un sujet particulier. Je sais que t'es très passionnée là-dessus. Moi aussi, je deviens passionnée comme ça là-dessus. Et on pourrait faire des heures dessus, mais... Ouais, en tout cas, pour la GPA, c'est spécial. Je pense que ce serait intéressant d'en faire un épisode avec une invitée spécialiste. Moi, je pense aussi, parce que... Et je vais continuer mes recherches et mes lectures sur le sujet, parce que ça reste quelque chose qui est très... C'est clivant. C'est clivant, c'est très clivant. Et je pense que ça englobe tellement d'aspects, tu vois, de quelle est la limite, en fait, quand tu parce que ça touche à l'intime. Tu t'impliques, en fait, dans l'intime d'un couple ou d'une personne. Et quelle est la limite, en fait, de dire à une personne, t'as le droit d'avoir un enfant, mais comme ça. T'as le droit d'avoir un enfant, mais pas comme ça. Ou alors, non, t'as pas le droit d'avoir d'enfant. Parce que ce que toi, tu demandes, là... on pense que c'est pas éthique, etc. Donc vraiment, ça, je peux l'entendre. Oui. Je peux l'entendre. Oui, bien sûr. En fait, tout est compliqué. Dans le fait d'avoir un enfant, tout est toujours compliqué. Parce que quand tu dis que tu veux pas d'enfant, c'est un sujet. Quand tu dis que t'en veux, c'est un sujet. Ah oui, t'en veux combien ? Quand tu dis que tu veux une famille nombreuse, c'est un sujet. Tu n'en veux qu'un, mais pourquoi t'es égoïste ? Bah ouais, si t'as le malheur de dire que t'es pas prête, que tu vas avorter, c'est encore un autre truc. Ouais. C'est spécial. Ce sont des sujets où c'est le sujet qui, il me semble, fait toujours beaucoup parler. Je pense que les finances, ça fait pas tant parler que ça, le fait d'aller s'expatrier, les gens en parlent et tout, mais que les gens en parlent avec autant de passion. Je pense que c'est vraiment la grossesse, quoi. La grossesse, l'arrivée d'un enfant,
t'es égoïste si tu en veux pas, tu ne penses qu'à toi si tu veux pas avoir d'enfant avant 35-40 ans, mais tu te rends pas compte le risque que tu prends et que machin, si t'as des enfants trop jeunes mais tu n'as pas réalisé ce que tu faisais, je te jure. Et puis en même fait, la vision fantasmée, tu vois, de la parentalité. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment fait... ça m'a fait tilt. Déjà, le fait de te connaître, parce que ta vision de la maternité, ta vision même de la procréation, etc., je trouve qu'elle est vraiment unique. Si je fais vraiment le comparatif avec toutes les femmes que je connais, je pense que t'es une des rares qui a ce genre de positionnement. Et aussi, quand je l'ai pas fini, hein, mais j'ai commencé le bouquin que tu m'as prêté, là, Une poupée en chocolat, de Amandine Gay. Et je trouvais ça intéressant où elle expliquait qu'en fait, il y a une sorte de hiérarchisation dans la manière de fonder une famille. Tu vois, de passer par le truc de, d'abord, option 1, c'est naturellement, option 2, c'est médicalement assisté, et puis vraiment, quand il n'y a aucune option biologique, la dernière option, c'est l'adoption, tu vois. Et où, en gros, elle expliquait que elle, en tant qu'adulte adopté, avec du recul, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, en fait, ça voudrait dire que l'adoption, nous, on est le dernier recours, en fait. Le dernier choix, c'était pas désiré comme qu'est-ce que ça dit de comment tu te sens en termes d'enfants désirés, etc., quand tu sais que t'es le dernier recours, quoi. C'est vraiment genre, c'est pas ce que je voulais, mais je le fais, quoi. Et tout ça, ça tu vois, ça m'a vraiment fait ça m'a fait réfléchir à la manière dont tellement de gens perçoivent le fait de devenir parent. C'est un monde à part, en fait. C'est vraiment... C'est ça. C'est ça. Et Dieu seul sait que j'ai eu beaucoup de commentaires sur mon choix, sur mes choix par rapport à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui amènera toujours des questions. C'est sûr. Je me dis, Dieu merci, je suis solide sur mes appuis. Ma décision, elle est prise depuis bien avant que je puisse m'en souvenir. Et que je sais où est-ce que je vais, pourquoi. Je sais aussi que tout le monde ne peut pas le comprendre. Et même quand j'ai raconté mon histoire du choix pour ma fille, etc., moi, je n'ai jamais vu ça comme un second choix. Je n'ai jamais vu ça comme un secret. Ça arrivait à un moment où je ne m'y attendais pas, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de beauté dans ça. Mais même quand j'en parle dans l'épisode et tout, et que j'en parle autour de moi, je ne manque pas de dire que c'est très difficile, et qu'il y a des personnes que je pensais qui allaient tout à fait comprendre de par leur expérience professionnelle, leur niveau culturel ou quoi que ce soit, qui m'ont énormément déçue. Et il y a d'autres personnes où tu paries pas sur eux et tu te dis putain, ce sont des personnes tellement plus compréhensives. Donc l'intelligence à l'école, le fait que tu sois premier de ta classe ne fait pas tout. Ça permet aussi de faire du tri. Et j'en ai parlé avec un psychologue qui me disait, mais le fait de se marier, ça fait un tri dans votre entourage. Le fait d'avoir des enfants, ça fait un tri dans votre entourage aussi. Et il y a des gens que tu te dis, oui, moi tu penses que mais cette personne, elle sera tout le temps dans ma vie, on va jamais se quitter, c'est formidable. Et puis, pas du tout, en fait, que nenni. La première opportunité, c'est... Et t'as beaucoup même d'influenceuses qui ont des enfants et qui te disent, c'est fou, il y a des gens que quand je sors, etc., que je vois tout le temps, on est les meilleurs amis du monde. Depuis que je suis devenue maman, plus rien. Et t'as de plus en plus d'influenceuses qui en parlent, parce que c'est fou, hein. La maternité ou la non-maternité, parce que pour moi c'est la même chose, ce sont des choix qui sont très solitaires. Ouais, très très parce solitaires. Que j'imagine que si t'es la personne qui veut pas d'enfant dans ton groupe d'amis où tout le monde devient maman là sur une même période, ça doit être très particulier. Oui, et puis aussi, les gens ont du mal à comprendre que potentiellement tu peux être une super tante. Que tu peux être là avec les enfants de tes amis, toi qui dis tu en veux pas. Mais t'as toujours non, tout de suite, il part du principe que tu détestes. Tu vois, si tu veux pas d'enfant, c'est qu'il y a une haine. Mais attendez, non mais tu calmez-vous, quoi. Et c'est des trucs où tu te dis, c'est pas parce que j'aime pas les enfants ou que je ne veux pas avoir d'enfants que je peux pas être une super tante, quoi. Tu t'es une super tante et puis on va te voir et dire, mais tu vois que t'es bien avec les enfants, tu devrais... non, je devrais pas. Non, mais je devrais pas. Moi, j'ai l'exemple de 2 amis à moi qui sont très proches, qui aujourd'hui, pour l'instant, elles veulent pas d'enfants, mais c'est pas qu'elles refusent d'avoir un enfant. Et autour de moi, je les entends parler de certains enfants et je me dis, oui, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Mais comment, moi, franchement, la limite que je pose à chaque fois, c'est si la personne
ne m'a jamais parlé directement elle-même de son désir ou non-désir, je vais jamais me permettre de m'immiscer comme ça et dire ouais, tu devrais faire ça, tu devrais... Non mais c'est vraiment ça. Et tu vois, moi j'ai des copines qui veulent pas d'enfants pour l'instant, etc., mais qui sont des tatas extraordinaires. Et avec ma fille ou quoi que ce soit, et elles te disent bah non, c'est pas parce que j'aime pas les enfants, mais ta fille elle est cool. T'es là, tu dis mais ma fille elle est pas cool. C'est un être humain quand même. Enfin, oui, elle est cool, mais elle est pas, tu vois, c'est un enfant comme un autre, quoi. Ouais. Mais tu te dis bah est-ce que c'est par amour pour moi? Est-ce que c'est parce que ma fille est un peu plus extravertie, un peu plus dégourdie que d'autres enfants? Est-ce que... Tu sais, il y a des enfants qui vont t'envoyer une énergie, tu te dis, mais c'est trop chouette, quoi. Ouais. Il y a des trucs qui vraiment, tu te dis, c'est trop chouette. Et donc, dans tout ça, moi, ce que je trouve... Et que je trouve de plus en plus difficile et que j'ai de plus en plus de mal à accepter, c'est cette imposition de parce que moi, j'ai fait un choix, je pense que tout le monde doit faire le même choix. Ou parce qu'il y a certaines personnes qui prennent des décisions dans leur vie, comme on disait tout à l'heure, les personnes qui décident de mettre leur vie en danger pour aller chercher une vie meilleure. Moi, je ne me permettrais pas de juger. Mais je me pose des questions. Je me dis, mais c'est terrible en fait. Qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que c'est à ce point dur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités en sachant ce qui se passe, etc. J'ai plus envie de comprendre plutôt que de dire, mais reste dans ton pays, démerde-toi et tu vas y arriver. Parce que c'est pas vrai. Ouais, le truc de quand tu veux, tu peux, là, non, tu vas pas dire ça à quelqu'un, c'est sûr. Non. Mais juste, j'ai juste envie que tu prennes une décision en ayant conscience de toutes les conséquences qu'il peut avoir derrière, en fait. C'est vraiment cet aspect-là, quoi. Ouais. Voilà, sur ces belles paroles, vous savez où nous trouver, hein. Et on va passer sur... dites-nous ce que vous en avez pensé, ou quel est votre point de vue, si vous souhaitez qu'on fasse soit un bonus spécialement sur un sujet pour pouvoir approfondir un peu plus, si vous voulez qu'on reparle d'un sujet exclusivement dans un épisode, on est tout à fait à l'écoute aussi. Et surtout, donnez-nous vos avis. Sur ce qu'on a dit, corrigez-nous si jamais on a dit des grosses bêtises, donnez-nous des informations, partagez des sources avec nous, on est toujours très très preneuse. Et ma très chère Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? C'est glauque, hein, mais ce qui me rend heureuse, c'est le privilège géographique. Voilà. Voilà, je suis dans une ville qui est pas sous les bombes. C'est plutôt cool. Et toi? Ouais. Bah, la même chose. De se dire que même si les choses tournent au vinaigre un peu partout dans le monde, Dieu merci, je suis à l'abri de ça. Je ne sais pas ce que j'ai mérité pour avoir cette chance, parce que c'est vraiment une chance, mais ça veut pas dire que c'est pas le ghetto là où je suis, hein, bien sûr. La France est ghetto. Je me dis pour le moment, je me dis toujours ça, hein, c'est pour le moment. C'est ça. La France est ghetto, c'est le ghetto partout, mais au moins, tu vois, et surtout, hein, vraiment, je vois les réactions des gens qui fuient Dubaï, machin, parce que... Et je dis pas que c'est pas grave ce qu'ils ont vécu, mais c'est minime par rapport à d'autres populations qui vivent ça depuis 4 ans, 10 ans, 20 ans. Ouais. Je sais que moi je suis une connasse, hein, mais quand j'ai regardé les influenceurs fuir Dubaï, j'ai quand même explosé de rire avec mon popcorn. J'ai vraiment... Non mais... J'ai dit voilà, vous êtes partis là-bas juste pour économiser les impôts alors que c'est un pays vraiment zéro. J'ai dit pas, fuyez. Non, donc du coup voilà, je me dis il y a des gens qui font preuve d'une certaine résilience, il y a des gens qui sont attachés à leur pays, à leurs racines et qui ne quitteraient pas pour rien au monde. Et c'est un autre sujet, c'est très long, mais comme toi, je suis heureuse d'être à l'abri pour l'instant et que mes soucis de plainte ce soit que le pouvoir d'achat, que la pluie, que le froid, que les gens qui ne respectent pas l'ordre pour monter dans le métro, c'est ça. Que des gens qui parlent fort dans le train alors que c'est bien dit qu'il y a un petit bonhomme qui dit respectez les autres voyagers, tu vois, que par rapport à plein d'autres choses, mes problèmes soient vraiment minimes, j'ai envie de dire. Et qui me paraissent importants. Choisir, tu vois, je garde cela. Voilà. Eh bien, on se donne rendez-vous tout de suite dans un bonus. Et pour les autres qui nous quittent maintenant, on vous souhaite une très belle fin de journée, belle soirée, bon matin, dépendamment de quand vous nous écoutez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!